Il y a une séquence inoubliable dans The International, ce thriller politique signé Tom Tykwer, sorti en 2009, où Clive Owen, dans le rôle de Louis Salinger, agent d'Interpol obsédé par la vérité, prononce une phrase qui résonne comme une épitaphe pour les états faibles. The difference between truth and fiction is that fiction has to make sense. Traduction: la différence entre la vérité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. Dans ce film de paranoïa financière, une banque internationale orchestre des trafics d'armes, des assassinats et des détournements à l'échelle planétaire. Et l'institution est si puissante que personne ne peut l'arrêter. La corruption n'est pas une anomalie du système, elle est le système. Regardez maintenant le Cameroun, ce mois d'avril 2026 qui tire à sa fin. Regardez la visite papale de Léon XIV. Regardez les 50 milliards de francs CFA qui, selon Jeune Afrique, auraient fondu comme neige au soleil. Et dites-vous que Tom Tykwer aurait eu du mal à inventer tout ça. Le souverain pontife est reparti. Yaoundé, Bamenda, Douala, les foules en liesse, les soutanes blanches sous le soleil équatorial, les youyous et les chants liturgiques, le tout filmé pour l'éternité, une image de foi et d'espérance. Mais derrière le décor, en carton-pâte d'une visite pastorale, Jeune Afrique a commencé à démonter le plateau. Et ce qu'on trouve en dessous n'a rien de sain. Léon XIV au Cameroun. Une ardoise de 50 milliards de francs CFA et des scandales potentiels. La visite du pape Léon XIV au Cameroun a coûté quelques 50 milliards de francs CFA selon nos informations. Entre marchés publics contestés, or prélevés sur fonds publics et délégations étrangères fictives, on ne compte plus les zones d'ombre. C'est le genre de glissement budgétaire qui, dans n'importe quel autre pays du monde, provoquerait une commission d'enquête parlementaire, des têtes qui tombent et une couverture de presse nationale pendant des semaines. Au Cameroun, c'est presque de la routine. Initialement, selon les révélations de Jeune Afrique du 28 avril 2026, la visite du pape Léon XIV devait coûter 1 milliard de francs CFA, soit à peine 1,5 million d'euros, pour couvrir la sécurité, le protocole, les déplacements officiels et l'organisation ecclésiale. Résultat final, 50 milliards de francs CFA, un multiplicateur de 50, un gouffre de 76 millions d'euros. 50 fois le budget prévu pour une visite de 4 jours. Dans un pays où, selon la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, les détournements des fonds publics ont généré à eux seuls 449,6 milliards de flux financiers illicites entre 2016 et 2018. Dans un pays qui, entre 1997 et 2021, aurait vu fondre l'équivalent de 8 674 milliards de francs CFA de deniers publics selon les compilations réalisées par des sources journalistiques et administratives camerounaises. Dans un pays classé entre 1998 et 2000 comme le plus corrompu du monde par Transparency International, ce contexte n'est pas anecdotique. Il est le sol sur lequel pousse cette histoire. La chose aurait de quoi faire rire si elle n'avait pas de quoi faire pleurer. Dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, plafonne à 41 000 francs CFA par mois, cette somme représente l'équivalent de 1194 années de travail pour un salarié au bas de l'échelle. Ou si l'on préfère l'arithmétique tragique, 50 milliards
pour 4 jours de visite pontificale dans un pays où, selon la Banque mondiale, environ 37% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Comment passe-t-on de 1 milliard à 50 milliards? Réponse: par accumulation, par opacité, par urgence, par la technique éprouvée du saucinage bureaucratique. Découper le gâchis en tranches, repartir les attributions entre plusieurs administrations sans direction financière, centraliser, activer les marchés dans l'urgence pour court-circuiter les contrôles. Une alchimie que les enquêteurs du tribunal criminel spécial créé en 2011 pour juger les infractions de corruption au-delà de 50 millions de francs CFA connaissent bien, trop bien. Après une première étape en Algérie, le pape Léon XIV a séjourné 4 jours au Cameroun avant de poursuivre sa tournée en Angola, puis en Guinée équatoriale. Sitôt le souverain pontife parti, et alors que son appel à briser les chaînes de la corruption résonnait encore dans le pays, plusieurs sources, contactées par Jeune Afrique, ont évoqué les zones d'ombre qui ont entouré la préparation de son séjour, ainsi que les circuits financiers utilisés à cette occasion. Premier signal d'alerte, l'ampleur du glissement budgétaire. Initialement évalué à 1 milliard de francs CFA, 1,5 million d'euros, pour couvrir les exigences protocolaires, la sécurité, les déplacements officiels et l'organisation ecclésiale, le coût global de la visite a, selon nos informations, dérivé pour s'établir aux alentours de 50 milliards de francs CFA, 76 millions d'euros. Commençons par le bas, par l'asphalte et la poussière, par un marché public de 590 millions de francs CFA, attribué en juin 2025 par la communauté urbaine de Yaoundé à l'entreprise Senet Kamsal pour réhabiliter l'axe routier Feu Marché Madagascar entre Cité Verte. L'itinéraire retenu pour le passage du cortège pontifical. Chantier prévu 6 mois, résultat observé en février 2026, soit 8 mois plus tard, toujours pas terminé. Le 17 mars, le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, signe une prolongation exceptionnelle de 2 mois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se déraille. La suite est un ballet kafkaïen. La ministre de l'Habitat, Célestine Ketchakoutes, impatiente devant l'inertie du chantier, tente de faire intervenir en urgence une seconde entreprise, arabe contracteur, pour finir le travail. Clash frontal entre les deux sociétés sur le terrain, affrontement avec les agents municipaux, bras de fer institutionnel entre deux sphères de pouvoir qui ne se parlent pas. Résultat, le pape passe sur une route partiellement réhabilitée. La facture, elle, est entièrement encaissée. Traduction libre. Le cortège pontifical de Léon XIV a roulé sur un chantier à moitié fait, financé avec des fonds publics. Au terme d'une valse à 2 entreprises orchestrées dans la plus parfaite confusion institutionnelle. C'est le Cameroun des marchés publics dans toute sa splendeur. Le Cameroun où le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême a documenté des années durant surfacturation, conflits d'intérêts et entreprises en sommeil qui empochent des dizaines de milliards de francs CFA. Cette inflation s'explique par l'accumulation d'attributions de marchés publics et de dépenses décidées dans l'urgence et dans une certaine opacité. Aménagement urbain de dernière minute, renforcement des mesures de sécurité, accueil logistique des délégations, accélération dans l'attribution des marchés, réaffectation budgétaire et intervention parallèle engagée par plusieurs administrations sans direction financière centralisée et clairement identifiable. On pourrait sourire si ce n'était pas si grave. Le 27 mars 2026, Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République, l'homme qu'un mandat d'amener du tribunal criminel spécial avait tenté de convoquer en 2022 dans un autre dossier sans succès, saisit la sonamine
la Société nationale des mines pour réclamer 1,5 kg d'or. Destination, confectionner des cadeaux dignes du souverain pontife. Le 1er avril, notez la date, elle a quelque chose d'un poisson d'avril en acier massif. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, autorise la mise à disposition de 1 kg d'or raffiné, 24 carats complétés par 500 grammes prélevés sur le stock de l'impôt synthétique minier libératoire. L'impôt synthétique minier libératoire est une taxe versée par des orpailleurs artisanaux, souvent des paysans reconvertis, des chercheurs d'or de brousse, comme contribution forfaitaire à l'État en échange du droit légal d'exploiter leur lopin minier. Cette taxe, censée irriguer les finances publiques pour le bien commun, a servi ici à offrir un cadeau diplomatique. L'or du peuple offert en nom du Tout-Puissant, de l'or public extrait des redevances minières que versent les opérateurs, puisés comme on pige dans une bourse collective pour offrir un cadeau à un chef d'État religieux en visite. L'information éclate sur les réseaux sociaux. La polémique embrase l'espace public camerounais et détails révélateurs. Selon les sources de Jeune Afrique, un audit interne aurait été diligenté pour déterminer la destination réelle de ces richesses aurifères. Formule pudique qui résume en creux l'étendue même du soupçon. La question est posée, lancinante. L'or est-il vraiment arrivé au Vatican? Ou s'est-il évaporé dans les méandres d'un système où, selon la NIF, l'immobilier, l'automobile et les fondations caritatives servent de machines à blanchir? Autre exemple de dépenses supplémentaires, le 27 mars, Ferdinand Ngongu, le secrétaire général de la présidence de la République, a saisi la Sonamine afin qu'elle mette à disposition de ses services 1,5 kg d'or nécessaire à la confection de cadeaux destinés au souverain pontife. Le 1er avril, Louis-Paul Motaz, le ministre des Finances, a autorisé la mise à disposition de 1 kg d'or raffiné de 24 carats, complété par 500 grammes prélevés sur le stock de l'impôt synthétique minier libératoire. Révélée sur les réseaux sociaux, cette curieuse demande a créé la polémique. Au point que, selon nos sources, un audit aurait été diligenté, en interne, afin de déterminer la destination réelle de ces richesses aurifères. C'est ici que l'histoire bascule dans le registre de la comédie noire, si noire qu'elle en devient terrifiante parmi les zones d'ombre qui entourent. La visite de Léon XIV, Jeune Afrique révèle un détail d'une audace stupéfiante. Des groupes présentés comme des délégations de fidèles venus du Gabon pour accueillir le pape étaient en réalité composés de personnes recrutées localement au Cameroun. Des faux Gabonais, des figurants religieux rémunérés pour donner à l'événement une portée internationale. Des anciens diplomates sans fonction officielle auraient orchestré cette mise en scène. Et plusieurs de ces recrues auraient été logés à l'hôtel Hilton de Yaoundé ou au Mont Fébé, autre adresse de prestige, sur fonds publics. Le tout avec une organisation dont les ramifications remonteraient, toujours selon Jeune Afrique, jusqu'à Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil du président Paul Biya. Il faut laisser sombrer cette image. Le pape Léon XIV, successeur de François, debout devant une foule qui l'acclame au nom de la fraternité et de la foi, ignorant que certains visages dans cette foule sont des prestataires de services payés à la journée, hébergés dans des hôtels 4 étoiles sur argent public pour simuler une universalité catholique que le régime voulait s'offrir comme décor. C'est du cinéma, du mauvais cinéma, du genre que même Hollywood
n'oserait pas. La présidence de la République, cette fois le cabinet civil de Paul Biya, est également confrontée à des soupçons portant sur l'utilisation de l'argent public à l'occasion de la visite papale. La composition de certaines délégations étrangères venues accueillir Léon XIV suscite en effet des interrogations. Selon nos informations, des groupes, présentés comme des délégations de fidèles venus du Gabon, ont en réalité été constitués avec des personnes recrutées localement au Cameroun. L'objectif, donner en rémunérant de faux fidèles étrangers une plus grande portée internationale à l'événement. D'anciens diplomates sans fonction officielle se seraient chargés d'orchestrer cette présence. Plusieurs personnes recrutées ont été logées à l'hôtel Hilton ou au Mont Fébé, à Yaoundé, sur fonds publics, grâce à une organisation dont les ramifications remonteraient jusqu'à Samuel Mvondo Ayolo. Le directeur du cabinet civil de Paul Biya était directement impliqué dans l'organisation de la visite pontificale à Yaoundé, à Bamenda et à Douala. Pour comprendre l'ampleur de ce que Jeune Afrique vient de mettre au jour, il faut remonter loin, très très loin, parce que le Cameroun n'en est pas à son premier grand spectacle de la dépense publique incontrôlée. L'opération Épervier, lancée en 2006 par le régime de Paul Biya dans un contexte de forte pression des bailleurs des fonds internationaux sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, fut pendant des années la réponse spectaculaire de l'État à ses propres démons. Des ministres tombèrent, des directeurs généraux furent arrêtés puis condamnés. Yves Michel Fotso, ancien patron de la Camer, fut condamné à la prison à perpétuité pour des détournements massifs des fonds publics, près de 32 milliards de francs CFA selon l'accusation, au moyen de montages financiers et des sociétés étant liées à des opérations aéronautiques. Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence, écopa quant à lui de 25 ans de prison dans l'affaire de l'avion présidentiel Albatros pour détournement de fonds destinés à l'acquisition d'un appareil présidentiel. L'opération fut un séisme politique et judiciaire, puis les secousses semblèrent ralentir. Certaines figures retrouvèrent progressivement la liberté, mais les mécanismes dénoncés, eux, continuèrent d'alimenter le soupçon d'une corruption enracinée au sommet de l'État. Le Covid-Gate, vaste scandale lié à la gestion des fonds anti-pandémie au Cameroun, mis en lumière par les audits de la Chambre des comptes, puis relayé par de nombreux médias dont Jeune Afrique, a révélé de graves irrégularités dans l'utilisation des dizaines de milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le Covid-19. Des enquêtes furent ouvertes, des responsables auditionnés, mais l'affaire nourrit encore aujourd'hui le sentiment d'une justice inachevée. La gestion des budgets de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 fut elle aussi éclaboussée par des soupçons de surfacturation et de mauvaise gouvernance que plusieurs observateurs estiment insuffisamment élucidés. Les Africains du football qui avaient espéré que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2022, organisée tardivement au Cameroun, après 2 reports répétés, représenterait un tournant en matière de gouvernance des grands chantiers, ont reçu une leçon brutale. Le stade de l'Embé, vitrine du pays, a été construit pour 163 milliards de francs CFA selon les données publiques disponibles. 5 ans après la compétition, il est en état de délabrement avancé. Un réseau de détournements y a été mis à jour sans suite judiciaire notable. Les Camerounais ont appris une fois encore que les grands événements sont d'abord des grandes occasions. L'affaire Mebengo, plus de 25 milliards de surfacturation sur des marchés militaires, a valu à l'ancien ministre de la Défense
une condamnation devant le tribunal criminel spécial. Au fait comme Gérard Ondodon a purgé 20 ans de prison pour des dizaines de milliards de francs CFA détournés. 20 ans, et puis il est sorti libre. Un économiste camerounais affirmait sur un plateau de télévision lors d'un débat que, je cite, « Dans notre pays, les grandes cérémonies sont devenues des rituels de redistribution de l'argent public vers des cercles toujours plus étroits. » C'est ce que résumait en 2022 une analyse d'Afrique 21. Au Cameroun, l'unité de mesure des détournements des fonds publics, c'est le milliard, pas le million, le milliard. Et le mécanisme ici, arrestation spectaculaire, condamnation lourde, libération discrète, réhabilitation paradoxale, tourne comme une machine bien huilée depuis des décennies, sans jamais s'enrayer vraiment. Il y a dans cette histoire un moment d'une ironie si cruelle qu'elle en devient littérature. Léon XIV, pendant son séjour camerounais, a lancé un appel solennel à briser les chaînes de la corruption. Les mots résonnent encore dans les rues de Yaoundé, de Bamenda, de Douala, ville symbole d'ailleurs d'un pays fracturé entre l'anglophone et la francophone, entre la guerre civile qui couvre et la paix de façade, quand Jeune Afrique publiait ses révélations. Pendant que le pape brisait les chaînes en parole, les chaînes se refaisaient en actes. Marchés gonflés dans l'ombre, or puisés dans les caisses de l'État. Figurants payés pour jouer les pèlerins étrangers. Hôtels de luxe financés sur deniers publics. C'est à cela précisément que ressemble la politique de l'image dans l'Afrique de la prédation. Faire venir le juge pour célébrer le jugement pendant qu'on commet le délit. Inviter le prophète de la morale à bénir une scène de corruption. Filmer les larmes des fidèles pendant que les marchés publics se négocient dans l'ombre. Si ces phrases avaient été prononcées dans un film, le scénariste les aurait certainement trouvées trop grosses, trop improbables, trop caricaturales. Mais nous ne sommes pas dans un film ici. Nous sommes au Cameroun, une histoire relayée par Jeune Afrique. L'enquête de Jeune Afrique dessine des profils. Ferdinand Nganga, le secrétaire général de la présidence, dont le nom circule depuis longtemps dans les dossiers sensibles de la République. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, qui, d'un trait de plume, autorise la mobilisation d'or public pour un cadeau d'État. Luc Messia Tangana, le maire de Yaoundé, qui prolonge un chantier inachevé à 2 semaines de l'arrivée du pontife. Célestine Ketchakoutes, la ministre de l'Habitat, qui tente d'imposer une deuxième entreprise sur un chantier déjà attribué, provoquant un affrontement sur le terrain entre ouvriers et agents municipaux. Et au sommet de cette pyramide, Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de Paul Biya, dont les ramifications de l'opération, je cite faux délégation, remonteraient jusqu'à lui, l'homme qui, selon un portrait de Jeune Afrique, s'est imposé depuis 2 décennies comme un incontournable à la présidence, pilotant les dossiers les plus sensibles. Le même Jeune Afrique qui avait en 2022 rapporté qu'un mandat d'amener du tribunal criminel spécial visait Ferdinand Nganga.
mandat auquel il avait refusé de se soumettre. Ce sont des noms que les Camerounais connaissent, des noms qui reviennent, que les scandales ne semblent pas effleurer, que les tempêtes médiatiques n'emportent pas, des noms qui, dans le langage du cinéma politique, celui de Z, de Costa Gravas, celui de l'exercice de l'État de Pierre Schuller, celui de George Drake ou de The Manchurian Candidate, seraient les personnages que la machine protège et que la justice n'atteint jamais vraiment. Il y a 50 milliards de francs CFA dans cette histoire. 50 milliards qui pourraient financer des centaines d'écoles, des milliers de lits d'hôpitaux, des kilomètres de routes, de vraies routes, achevées par celles qui s'effondrent au passage du cortège papal. 50 milliards dans un pays dont la CONAC, la Commission nationale anticorruption, a relevé plus de 114 milliards de préjudices financiers liés à des actes de corruption pour la seule année 2023. Ce que cette affaire dit, c'est que la corruption au Cameroun ne recule pas devant le sacré, ni devant les caméras du monde entier, ni devant les appels du pape lui-même. Elle s'y niche, au contraire. Elle se drape dans le protocole, dans l'urgence, dans la grandeur nationale, à laquelle nul ne peut s'opposer sans paraître antipatriote. C'est le grand cynisme, utiliser un événement de paix et de foi pour mieux ouvrir les vannes. On se souvient de la scène finale de Chinatown, le chef-d'œuvre de Roman Rolansky, autre thriller politique, autre corruption systémique, autre impunité triomphante. Jake Gitz, le détective, a tout découvert, tout prouvé, tout tenté, et les puissants gagnent quand même. Son associé lui dit alors, résigné: Forget it, Jake, it's Chinatown. Oublie, c'est comme ça que ça marche ici. Merci.